Comment le mécanicien et l'astrologue parcoururent les 4 parties du monde et en découvrirent une 5e sans trouver la noisette Krakatuk. Il y avait déjà 14 ans et 5 mois que l'astrologue et le mécanicien erraient par les chemins sans qu'ils eussent rencontré vestige de ce qu'ils cherchaient. Ils avaient visité d'abord l'Europe, puis ensuite l'Amérique, puis ensuite l'Afrique, puis ensuite l'Asie. Ils avaient même découvert une 5e partie du monde que les savants appelaient depuis la Nouvelle-Hollande, parce qu'elle avait été découverte par 2 Allemands. Mais dans toute cette pérégrination, quoiqu'ils eussent vu bien des noisettes de différentes formes et de différentes grosseurs, ils n'avaient pas rencontré la noisette Krakatuk. Ils avaient cependant, dans une espérance hélas infructueuse, passé des années à la cour du roi des dattes et du prince des amandes. Ils avaient consulté inutilement la célèbre Académie des singes verts et la fameuse Société naturaliste des écureuils. Puis enfin ils en étaient arrivés à tomber, écrasés de fatigue, sur la lisière de la grande forêt qui borde le pied des monts Himalaya, en se répétant avec découragement qu'ils n'avaient plus que 122 jours pour trouver ce qu'ils avaient cherché inutilement pendant 14 ans et 5 mois. Si je vous racontais, mes chers enfants, les aventures miraculeuses qui arrivèrent aux 2 voyageurs pendant cette longue pérégrination, j'en aurais moi-même pour 1 mois au moins à vous réunir tous les soirs, ce qui finirait certainement par vous ennuyer. Je vous dirai donc seulement que Christian Elias Drosselmayer, qui était le plus acharné à la recherche de la fameuse noisette, puisque de la fameuse noisette dépendait sa tête, s'étant livré à plus de fatigue et s'étant exposé à plus de danger que son compagnon, avait perdu tous ses cheveux à l'occasion d'un coup de soleil reçu sous l'équateur, et l'œil droit à la suite d'un coup de flèche que lui avait adressé un chef caraïbe. De plus, sa redingote jaune, qui n'était déjà plus neuve lorsqu'il était parti d'Allemagne, s'en allait littéralement en lambeaux. Sa situation était donc des plus déplorables, et cependant tel est chez l'homme l'amour de la vie, que tout détérioré qu'il était par les avaries successives qui lui étaient arrivées, il voyait avec une terreur toujours croissante le moment d'aller se remettre entre les mains du roi. Cependant, le mécanicien était homme d'honneur. Il n'y avait pas à marchander avec une promesse aussi solennelle que l'était la sienne. Il résolut donc, quelque chose qu'il pût lui en coûter, de se remettre en route dès le lendemain pour l'Allemagne. En effet, il n'y avait pas de temps à perdre, 14 ans et 5 mois s'étaient écoulés, et les 2 voyageurs n'avaient plus que 122 jours, ainsi que nous l'avons dit, pour revenir dans la capitale du père de la princesse Pirlipat. Christian Elias Drosselmayer fit donc part à son ami l'astrologue de sa généreuse résolution, et tous 2 décidèrent qu'ils partiraient le lendemain matin. En effet, le lendemain, au point du jour, les 2 voyageurs se remirent en route, se dirigeant sur Bagdad. De Bagdad, ils gagnèrent Alexandrie. À Alexandrie, ils s'embarquèrent pour Venise, puis de Venise, ils gagnèrent le Tyrol, et du Tyrol, ils descendirent dans le royaume du père de Pirlipat, espérant tout doucement, au fond du cœur, que ce monarque serait mort, ou tout au moins tombé en enfance. Mais hélas, il n'en était rien. En arrivant dans la capitale, le malheureux mécanicien
apprit que le digne souverain non seulement n'avait perdu aucune de ses facultés intellectuelles, mais encore qu'il se portait mieux que jamais. Il n'y avait donc aucune chance pour lui, à moins que la princesse Pirlipate ne se fût guérie toute seule de sa laideur, ce qui n'était pas possible, ou que le cœur du roi ne se fût adouci, ce qui n'était pas probable, d'échapper au sort affreux qui le menaçait. Il ne s'en présenta pas moins hardiment à la porte du palais, car il était soutenu par cette idée qu'il faisait une action héroïque, et demanda à parler au roi. Le roi, qui était un prince très accessible et qui recevait tous ceux qui avaient affaire à lui, ordonna à son grand introducteur de lui amener les deux étrangers. Le grand introducteur fit alors observer à sa majesté que ces deux étrangers avaient fort mauvaise mine et étaient on ne peut plus mal vêtus. Mais le roi répondit qu'il ne fallait pas juger le cœur par le visage et que l'habit ne faisait pas le moine. Sur quoi, le grand introducteur, ayant reconnu la réalité de ces deux proverbes, s'inclina respectueusement et alla chercher le mécanicien et l'astrologue. Le roi était toujours le même, et ils le reconnurent tout d'abord, mais ils étaient si changés, surtout le pauvre Christian Elias Drosselmayer, qu'ils furent obligés de se nommer. En voyant revenir d'eux-mêmes les deux voyageurs, le roi éprouva un mouvement de joie, car il était convenu qu'ils ne reviendraient pas s'ils n'avaient pas trouvé la noisette Krakatuk. Mais il fut bientôt détrompé, et le mécanicien, en se jetant à ses pieds, lui avoua que, malgré les recherches les plus consciencieuses et les plus assidues, son ami l'astrologue et lui revenaient les mains vides. Le roi, nous l'avons dit, quoique d'un tempérament un peu colérique, avait le fond du caractère excellent. Il fut touché de cette ponctualité de Christian Elias Drosselmayer à tenir sa parole, et il commua la peine de mort qu'il avait portée contre lui en celle d'une prison éternelle. Quant à l'astrologue, il se contenta de l'exiler. Mais comme il restait encore 3 jours pour que les 14 ans et 9 mois de délai accordés par le roi fussent écoulés, maître Drosselmayer, qui avait au plus haut degré dans le cœur l'amour de la patrie, demanda au roi la permission de profiter de ces 3 jours pour revoir une fois encore Nuremberg. Cette demande parut si juste au roi qu'il la lui accorda sans y mettre aucune restriction. Maître Drosselmayer, qui n'avait que 3 jours à lui, résolut de mettre le temps à profit, et ayant trouvé par bonheur des places à la malle-poste, il partit à l'instant même. Or, comme l'astrologue était exilé et qu'il lui était aussi égal d'aller à Nuremberg qu'ailleurs, il partit avec le mécanicien. Le lendemain, vers les 10 heures du matin, ils étaient à Nuremberg. Comme il ne restait à maître Drosselmayer d'autres parents que Christoph Zacharias Drosselmayer, son frère, lequel était un des premiers marchands de jouets d'enfants de Nuremberg, ce fut chez lui qu'il descendit. Christoph Zacharias Drosselmayer eut une grande joie de revoir ce pauvre Christian qu'il croyait mort. D'abord, il n'avait pas voulu le reconnaître, à cause de son front chauve et de son emplâtre sur l'œil. Mais le mécanicien lui montra sa fameuse redingote jaune qui, toute déchirée qu'elle était, avait encore conservé en certains endroits quelques traces de sa couleur primitive, et, à l'appui de cette première preuve, il lui cita tant de circonstances secrètes qui ne pouvaient être connues que de Zacharias et de lui, que le marchand de joujoux fut bien forcé de se rendre à l'évidence.
Alors il lui demanda quelle cause l'avait éloigné si longtemps de sa ville natale, et dans quel pays il avait laissé ses cheveux, son œil et les morceaux qui manquaient à sa redingote. Christian Elias Drosselmayer n'avait aucun motif de faire un secret à son frère des événements qui lui étaient arrivés. Il commença donc par lui présenter son compagnon d'infortune. Puis, cette formalité d'usage accomplie, il lui raconta tous ses malheurs, depuis A jusqu'à Z, et termina en disant qu'il n'avait que quelques heures à passer avec son frère, attendu que, n'ayant pas pu trouver la noisette Krakatuk, il allait entrer le lendemain dans une prison éternelle. Pendant tout ce récit de son frère, Christophe Zacharias avait plus d'une fois secoué les doigts, tourné sur un pied et fait claquer sa langue. Dans toute autre circonstance, le mécanicien lui eût sans doute demandé ce que signifiaient ces signes, mais il était si préoccupé qu'il ne vit rien, et que ce ne fut que lorsque son frère fit 2 fois « et 3 fois « oh, oh, oh » qu'il lui demanda ce que signifiaient ces exclamations. « Cela signifie, dit Zacharias, que ce serait bien le diable. » « Mais non. »« Mais si. »« Que ce serait bien le diable ?» répéta le mécanicien. « Si, continua le marchand de jouets d'enfants. « Si quoi ?» demanda de nouveau maître Drosselmayer. Mais au lieu de lui répondre, Christophe Zacharias, qui sans doute, pendant toutes ses demandes et ses réponses entrecoupées, avait rappelé ses souvenirs, jeta sa perruque en l'air et se mit à danser en criant « Frère, tu es sauvé! Frère, tu n'iras pas en prison! Frère, ou je me trompe fort, ou c'est moi qui possède la noisette Krakatuk !» Et sur ce, sans donner aucune autre explication à son frère ébahi, Christophe Zacharias s'élança hors de l'appartement et revint un instant après, rapportant une boîte dans laquelle était une grosse aveline dorée qu'il présenta au mécanicien. Celui-ci, qui n'osait croire à tant de bonheur, prit en hésitant la noisette, la tourna et la retourna de toute façon, l'examinant avec l'attention que méritait la chose, et après l'examen déclara qu'il se rangeait à l'avis de son frère et qu'il serait fort étonné si cette aveline n'était pas la noisette Krakatuk. Sur quoi il la passa à l'astrologue et lui demanda son opinion. Celui-ci examina la noisette avec non moins d'attention que ne l'avait fait maître Drosselmayer, et secouant la tête, il répondit « Je serais de votre avis et par conséquent de celui de votre frère, si la noisette n'était pas dorée. Mais je n'ai vu nulle part dans les astres que le fruit que nous cherchons dût être revêtu de cet ornement. D'ailleurs, comment votre frère aurait-il la noisette Krakatuk ?»« Je vais vous expliquer la chose, » dit Christophe, « et comment elle est tombée entre mes mains, et comment il se fait qu'elle ait cette dorure qui vous empêche de la reconnaître, et qui, effectivement, ne lui est pas naturelle. » Alors, les ayant fait asseoir tous deux, car ils pensaient fort judicieusement qu'après une course de 14 ans et 9 mois, les voyageurs devaient être fatigués, il commença en ces termes. Le jour même où le roi t'envoya chercher, sous prétexte de te donner la croix, un étranger arriva à Nuremberg portant un sac de noisettes qu'il avait à vendre. Mais les marchands de noisettes du pays, qui voulaient conserver le monopole de cette denrée, lui cherchèrent querelle, justement devant la porte de ma boutique. L'étranger alors, pour se défendre plus facilement, posa à terre son sac de noisettes, et la bataille allait son train, à la grande satisfaction des gamins et des commissionnaires, lorsqu'un chariot pesamment chargé passa justement sur le sac de noisettes. En voyant cet accident,
qu'ils attribuèrent à la justice du ciel, les marchands se regardèrent comme suffisamment vengés et laissèrent l'étranger tranquille. Celui-ci ramassa son sac et, effectivement, toutes les noisettes étaient écrasées, à l'exception d'une seule, qu'il me présenta en souriant d'une façon singulière et m'invitant à l'acheter pour un 20er neuf de 1720, disant qu'un jour viendrait où je ne serais pas fâché du marché que j'aurais fait, si onéreux qu'il pût me paraître pour le moment. Je fouillai à ma poche et fus fort étonné d'y trouver un 20er tout pareil à celui que demandait cet homme. Cela me parut une coïncidence si singulière que je lui donnai mon 20er. Lui, de son côté, me donna la noisette et disparut. Or, je mis la noisette en vente, et quoique je n'en demandasse que le prix qu'elle m'avait coûté, plus 2 kreutzer, elle resta exposée pendant 7 ou 8 ans sans que personne manifestât l'envie d'en faire l'acquisition. C'est alors que je la fis dorer pour augmenter sa valeur. Mais j'y dépensai inutilement 2 autres 20er. La noisette est restée jusqu'aujourd'hui sans acquéreur. En ce moment, l'astronome, entre les mains duquel la noisette était restée, poussa un cri de joie. Tandis que maître Drosselmayer écoutait le récit de son frère, il avait, à l'aide d'un canif, gratté délicatement la dorure de la noisette, et sur un petit coin de la coquille, il avait trouvé gravé en caractères chinois le mot « Krakatuk ». Dès lors, il n'y eut plus de doute, et l'identité de la noisette fut reconnue. Comment, après avoir trouvé la noisette Krakatuk, le mécanicien et l'astrologue trouvèrent le jeune homme qui devait la casser. Christian Elias Drosselmayer était si pressé d'annoncer au roi cette bonne nouvelle qu'il voulait reprendre la malle-poste à l'instant même. Mais Christophe Zacharias le pria d'attendre au moins jusqu'à ce que son fils fût rentré. Or, le mécanicien accéda d'autant plus volontiers à cette demande qu'il n'avait pas vu son neveu depuis tantôt 15 ans, et qu'en rassemblant ses souvenirs, il se rappela que c'était au moment où il avait quitté Nuremberg un charmant petit bambin de 3 ans et demi, que lui, Elias, aimait de tout son cœur. En ce moment, un beau jeune homme de 18 ou 19 ans entra dans la boutique de Christophe Zacharias et s'approcha de lui en l'appelant son père. En effet, Zacharias, après l'avoir embrassé, le présenta à Elias en disant au jeune homme « Maintenant embrasse ton oncle ». Le jeune homme hésitait, car l'oncle Drosselmayer, avec sa redingote en lambeaux, son front chauve et son emplâtre sur l'œil, n'avait rien de bien attrayant. Mais comme son père vit cette hésitation et qu'il craignait qu'Elias n'en fût blessé, il poussa son fils par derrière, si bien que le jeune homme, tant bien que mal, se trouva dans les bras du mécanicien. Pendant ce temps, l'astrologue fixait les yeux sur le jeune homme avec une attention continue qui parut si singulière à celui-ci qu'il saisit le premier prétexte pour sortir, se trouvant mal à l'aise d'être regardé ainsi. Alors l'astrologue demanda à Zacharias sur son fils quelques détails que celui-ci s'empressa de lui donner avec une prolixité toute paternelle. Le jeune Drosselmayer avait en effet, comme sa figure l'indiquait, 17 à 18 ans. Dès sa plus tendre jeunesse, il était si drôle et si gentil que sa mère s'amusait à le faire habiller comme les joujoux qui étaient dans la boutique, c'est-à-dire tantôt en étudiant, tantôt en postillon, tantôt en hongrois, mais toujours avec un costume qui exigeait des bottes, car comme il avait le plus joli pied du monde, mais le mollet un peu grêle,
les bottes faisaient valoir la qualité et cachaient le défaut. « Ainsi, demanda l'astrologue à Zacharias, votre fils n'a jamais porté que des bottes ?» Élias ouvrit de grands yeux. « Mon fils n'a jamais porté que des bottes, » reprit le marchand de jouets d'enfants. Et il continua. « À l'âge de 10 ans, je l'envoyai à l'université de Tübingen, où il est resté jusqu'à l'âge de 18 ans, sans contracter aucune des mauvaises habitudes de ses autres camarades, sans boire, sans jurer, sans se battre. La seule faiblesse que je lui connaisse, c'est de laisser pousser les 4 ou 5 mauvais poils qu'il a au menton, sans vouloir permettre qu'un barbier lui touche le visage. »« Ainsi, reprit l'astrologue, votre fils n'a jamais fait sa barbe. » Élias ouvrait des yeux de plus en plus grands. « Jamais, répondit Zacharias. « Et pendant ces vacances de l'université, continua l'astrologue, à quoi passait-il son temps? Mais, dit le père, il se tenait dans la boutique avec son joli petit costume d'étudiant et par pure galanterie cassait les noisettes des jeunes filles qui venaient acheter des joujoux dans la boutique et qui, à cause de cela, l'appelaient casse-noisette. « Casse-noisette » s'écria le mécanicien. « Casse-noisette » répéta à son tour l'astrologue. Puis tous deux se regardèrent, tandis que Zacharias les regardait tous deux. « Mon cher monsieur, dit l'astrologue à Zacharias, j'ai l'idée que votre fortune est faite. » Le marchand de joujoux, qui n'avait pas écouté ce pronostic avec indifférence, voulut en avoir l'explication. Mais l'astrologue remit cette explication au lendemain matin. Lorsque le mécanicien et l'astrologue rentrèrent dans leur chambre, l'astrologue se jeta au cou de son ami en lui disant « C'est lui, nous le tenons !»« Vous croyez ?» demanda Élias avec le ton d'un homme qui doute, mais qui ne demande pas mieux que d'être convaincu. « Pardieu, si je le crois, il réunit toutes les qualités, ce me semble. » Récapitulons. Il n'a jamais porté que des bottes, c'est vrai. Il n'a jamais été rasé, c'est encore vrai. Enfin, par galanterie ou plutôt par vocation, il se tenait dans la boutique de son père pour casser les noisettes des jeunes filles qui ne l'appelaient que casse-noisette. C'est encore vrai. Mon cher ami, un bonheur n'arrive jamais seul. D'ailleurs, si vous doutez encore, allons consulter les astres. Ils montèrent en conséquence sur la terrasse de la maison et, ayant tiré l'horoscope du jeune homme, ils virent qu'il était destiné à une grande fortune. Cette prédiction, qui confirmait toutes les espérances de l'astrologue, fit que le mécanicien se rendit à son avis. « Et maintenant, dit l'astrologue triomphant, il n'y a plus que 2 choses qu'il ne faut pas négliger. »« Lesquelles ?» demanda Élias. « La première, c'est que vous adaptiez à la nuque de votre neveu une robuste tresse de bois qui se combine si bien avec la mâchoire qu'elle puisse en doubler la force par la pression. »« Rien de plus facile, » répondit Élias, « et c'est l'ABC de la mécanique. » La seconde, continua l'astrologue, c'est, en arrivant à la résidence, de cacher avec soin que nous avons amené avec nous le jeune homme destiné à casser la noix Krakatuk, car j'ai dans l'idée que, plus il y aura de dents cassées et de mâchoires démontées, en essayant de briser la noisette Krakatuk, plus le roi offrira une précieuse récompense à qui réussira où tant d'autres auront échoué. « Mon cher ami, répondit le mécanicien, vous êtes un homme plein de sens. Allons nous coucher. » Et à ces mots, ayant quitté la terrasse et étant redescendus dans leur chambre, les 2 amis se couchèrent et, enfonçant leurs bonnets de coton sur leurs oreilles, s'endormirent plus paisiblement
qu'il ne l'avait encore fait depuis 14 ans et 9 mois. Le lendemain, dès le matin, les deux amis descendirent chez Zacharias et lui firent part de tous les beaux projets qu'ils avaient formés la veille. Or, comme Zacharias ne manquait pas d'ambition et que, dans son amour-propre paternel, il se flattait que son fils devait être une des plus fortes mâchoires d'Allemagne, il accepta avec enthousiasme la combinaison qui tendait à faire sortir de sa boutique non seulement la noisette, mais encore le casse-noisette. Le jeune homme fut plus difficile à décider. Cette tresse qu'on devait lui appliquer à la nuque en remplacement de la bourse élégante qu'il portait avec tant de grâce l'inquiétait surtout particulièrement. Cependant l'astrologue, son oncle et son père lui firent de si belles promesses qu'il se décida. En conséquence, comme Elias Drosselmayer s'était mis à l'œuvre à l'instant même, la tresse fut bientôt achevée et vissée solidement à la nuque de ce jeune homme plein d'espérance. Hâtons-nous de dire, pour satisfaire la curiosité de nos lecteurs, que cet appareil ingénieux réussit parfaitement bien et que, dès le premier jour, notre habile mécanicien obtint les plus brillants résultats sur les noyaux d'abricots les plus durs et sur les noyaux de pêche les plus obstinés. Ces expériences faites, l'astrologue, le mécanicien et le jeune Drosselmayer se mirent immédiatement en route pour la résidence. Zacharias eût bien voulu les accompagner, mais comme il fallait quelqu'un pour garder sa boutique, cet excellent père se sacrifia et demeura à Nuremberg. Fin de l'histoire de la princesse Pirlipat. Le premier soin du mécanicien et de l'astrologue, en arrivant à la cour, fut de laisser le jeune Drosselmayer à l'auberge et d'aller annoncer au palais que, après l'avoir cherché inutilement dans les 4 parties du monde, ils avaient enfin trouvé la noix Krakatuk à Nuremberg. Mais de celui qui la devait casser, comme il était convenu entre eux, ils n'en dirent pas un mot. La joie fut grande au palais. Aussitôt le roi envoya chercher le conseiller intime, surveillant de l'esprit public, lequel avait la haute main sur tous les journaux, et lui ordonna de rédiger pour le Moniteur royal une note officielle que les rédacteurs des autres gazettes seraient forcés de répéter, et qui portait en substance que tous ceux qui se croiraient d'assez bonnes dents pour casser la noisette Krakatuk n'avaient qu'à se présenter au palais et, l'opération faite, recevraient une récompense considérable. C'est dans une circonstance pareille seulement qu'on peut apprécier tout ce qu'un royaume contient de mâchoires. Les concurrents étaient en si grand nombre qu'on fut obligé d'établir un jury présidé par le dentiste de la couronne, lequel examinait les concurrents pour voir s'ils avaient bien leurs 32 dents, et si aucune de ces dents n'était gâtée. 3500 candidats furent admis à cette première épreuve, qui dura 8 jours et qui n'offrit d'autre résultat qu'un nombre indéfini de dents brisées et de mandibules démises. Il fallut donc se décider à faire un second appel. Les gazettes nationales et étrangères furent couvertes de réclames. Le roi offrait la place de président perpétuel de l'Académie et l'ordre de l'araignée d'or à la mâchoire supérieure qui parviendrait à briser la noisette Krakatuk. On n'avait pas besoin d'être lettré pour concourir. Cette seconde épreuve fournit 5000 concurrents. Tous les corps savants d'Europe envoyèrent leurs représentants à cet important congrès.
On y remarquait plusieurs membres de l'Académie française, et entre autres son secrétaire perpétuel, lequel ne put concourir à cause de l'absence de ses dents qu'il s'était brisées en essayant de déchirer les œuvres de ses confrères. Cette seconde épreuve, qui dura 15 jours, fut, hélas, plus désastreuse encore que la première. Les délégués des sociétés savantes, entre autres, s'obstinèrent, pour l'honneur du corps auquel ils appartenaient, à vouloir briser la noisette, mais ils y laissèrent leurs meilleures dents. Quant à la noisette, sa coquille ne portait pas même la trace des efforts qu'on avait faits pour l'entamer. Le roi était au désespoir. Il résolut de frapper un grand coup, et, comme il n'avait pas de descendant mâle, il fit publier par une troisième insertion dans les gazettes nationales et étrangères que la main de la princesse Pirlipate était accordée et la succession au trône acquise à celui qui briserait la noisette Krakatuk. Le seul article qui fut obligatoire, c'est que, cette fois, les concurrents devaient être âgés de 16 à 24 ans. La promesse d'une pareille récompense remua toute l'Allemagne. Les candidats arrivèrent de tous les coins de l'Europe, et il en serait même venu de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, ainsi que de cette cinquième partie du monde qu'avaient découverte Elias Drosselmayer et son ami l'astrologue, si, le temps ayant été limité, les lecteurs n'eussent judicieusement réfléchi qu'au moment où ils lisaient la susdite annonce, l'épreuve était en train de s'accomplir, ou même était déjà accomplie. Cette fois, le mécanicien et l'astrologue pensèrent que le moment était venu de produire le jeune Drosselmayer, car il n'était pas possible au roi d'offrir un prix plus haut que celui qu'il était arrivé à mettre, une récompense plus belle que celle qu'il en était venu à offrir. Seulement, confiant dans le succès, quoique cette fois une foule de princes aux mâchoires royales ou impériales se fussent présentés, ils ne se présentèrent au bureau des inscriptions, on est libre de confondre avec celui des inscriptions et belles lettres, qu'au moment où il allait se fermer, de sorte que le nom de Nathaniel Drosselmayer se trouva porté sur la liste le 11 375e et dernier. Il en fut de cette fois-ci comme des autres. Les 11 374 concurrents de Nathaniel Drosselmayer furent remis hors de combat. Et le 19e jour de l'épreuve, à 11h35 du matin, comme la princesse accomplissait sa 15e année, le nom de Nathaniel Drosselmayer fut appelé. Le jeune homme se présenta accompagné de ses parrains, c'est-à-dire du mécanicien et de l'astrologue. C'était la première fois que ces deux illustres personnages revoyaient la princesse depuis qu'ils avaient quitté son berceau, et depuis ce temps il s'était fait de grands changements en elle. Mais il faut le dire avec notre franchise d'historien, ce n'était point à son avantage. Lorsqu'ils la quittèrent, elle n'était qu'affreuse. Depuis ce temps, elle était devenue effroyable. En effet, son corps avait fort grandi, mais sans prendre aucune importance. Aussi ne pouvait-on comprendre comment ses jambes grêles, ses hanches sans force, ce torse tout ratatiné pouvaient soutenir la monstrueuse tête qu'il supportait. Cette tête se composait des mêmes cheveux hérissés, des mêmes yeux verts, de la même bouche immense, du même menton cotonneux que nous avons dit. Seulement, tout cela avait pris 15 ans de plus. En apercevant ce monstre de laideur, le pauvre Nathaniel frissonna et demanda au mécanicien et à l'astrologue s'ils étaient bien sûrs que l'amande de la noisette Krakatuk
dut rendre la beauté à la princesse, attendu que, si elle demeurait dans l'état où elle se trouvait, il était disposé à tenter l'épreuve, pour la gloire de réussir où tant d'autres avaient échoué, mais à laisser l'honneur du mariage et le profit de la succession au trône à qui voudrait bien les accepter. Il va sans dire que le mécanicien et l'astrologue rassurèrent leur filleule, lui affirmant que, la noisette une fois cassée et l'amande une fois mangée, Pirlipate redeviendrait à l'instant même la plus belle princesse de la terre. Mais si la vue de la princesse Pirlipate avait glacé d'effroi le cœur du pauvre Nathaniel, il faut le dire en l'honneur du pauvre garçon, sa présence à lui avait produit un effet tout contraire sur le cœur sensible de l'héritière de la couronne, et elle n'avait pu s'empêcher de s'écrier en le voyant « Ah, que je voudrais bien que ce fût celui-ci qui cassât la noisette !» Ce à quoi la surintendante de l'éducation de la princesse répondit « Je crois devoir faire observer à votre Altesse qu'il n'est point d'habitude qu'une jeune et jolie princesse comme vous êtes dise tout haut son opinion en ces sortes de matières. » En effet, Nathaniel était fait pour tourner la tête à toutes les princesses de la terre. Il avait une petite polonaise de velours violet à brandebourgs et à boutons d'or, que son oncle lui avait fait faire pour cette occasion solennelle, une culotte pareille, de charmantes petites bottes, si bien vernies et si bien collantes qu'on les aurait crues peintes. Il n'y avait que cette malheureuse queue de bois vissée à sa nuque qui gâtait un peu cet ensemble. Mais en lui mettant des rallonges, l'oncle Drosselmayer lui avait donné la forme d'un petit manteau, et cela pouvait à la rigueur passer pour un caprice de toilette ou pour quelque mode nouvelle que le tailleur de Nathaniel tâchait, vu la circonstance, d'introduire tout doucement à la cour. Aussi, en voyant entrer le charmant petit jeune homme, ce que la princesse avait eu l'imprudence de dire tout haut, chacune des assistantes se le dit tout bas, et il n'y eut pas une seule personne, pas même le roi et la reine, qui ne désira dans le fond de l'âme que Nathaniel sortît vainqueur de l'entreprise dans laquelle il était engagé. De son côté, le jeune Drosselmayer s'approcha avec une confiance qui redoubla l'espoir qu'on avait en lui. Arrivé devant l'estrade royale, il salua le roi et la reine, puis la princesse Pirlipate, puis les assistants. Après quoi, il reçut du grand maître des cérémonies la noisette Krakatuk, la prit délicatement entre l'index et le pouce, comme fait un escamoteur d'une muscade, l'introduisit dans sa bouche, donna un violent coup de poing sur la tresse de bois et, cric-crac, brisa la coquille en plusieurs morceaux. Puis, aussitôt, il débarrassa adroitement l'amande des filaments qui y étaient attachés et la présenta à la princesse en lui tirant un gratte-pied aussi élégant que respectueux, après quoi il ferma les yeux et commença à marcher à reculons. Aussitôt la princesse avala l'amande, et à l'instant même, ô miracle, le monstre difforme disparut et fut remplacé par une jeune fille d'une angélique beauté. Son visage semblait tissu de flocons de soie roses comme les roses et blancs comme les lys. Ses yeux étaient d'étincelant azur, et ses boucles abondantes, formées par des fils d'or, retombaient sur ses épaules d'albâtre. Aussitôt les trompettes et les cymbales sonnèrent à tout rompre. Les cris de joie du peuple répondirent au bruit des instruments. Le roi, les ministres, les conseillers et les juges, comme lors de la naissance de Pirlipate, se mirent à danser à cloche-pied. Et il fallut jeter de l'eau de Cologne au visage de la reine, qui s'était évanouie de ravissement.
Ce grand tumulte troubla fort le jeune Nathaniel Drosselmayer, qui, on se le rappelle, avait encore pour achever sa mission à faire les 7 pas en arrière. Pourtant, il se maîtrisa avec une puissance qui donna les plus hautes espérances pour l'époque où il régnerait à son tour. Et il allongeait précisément la jambe pour achever son 7e pas, quand tout à coup la reine des souris perça le plancher, piaulant affreusement, et vint s'élancer entre ses jambes, de sorte qu'au moment où le futur prince royal reposait le pied à terre, il lui appuya le talon en plein sur le corps, ce qui le fit trébucher de telle façon que peu s'en fallut qu'il ne tombât. Ô fatalité! Au même instant, le beau jeune homme devint aussi difforme que l'avait été avant lui la princesse. Ses jambes s'amincirent, son corps ratatiné pouvait à peine soutenir son énorme et hideuse tête, ses yeux devinrent verts, hagards et à fleur de tête. Enfin sa bouche se fendit jusqu'aux oreilles, et sa jolie petite barbe naissante se changea en une substance blanche et molle que plus tard on reconnut être du coton. Mais la cause de cet événement n'avait été punie en même temps qu'elle le causait. Dame Souriçonne se tordait sanglante sur le plancher. Sa méchanceté n'était donc pas restée impunie. En effet, le jeune Drosselmayer l'avait pressé si violemment contre le plancher avec le talon de sa botte que la compression avait été mortelle. Aussi, tout en se tordant, dame Souriçonne criait de toute la force de sa voix agonisante « Krakatuk, Krakatuk, ô noisette si dure, c'est à toi que je dois le trépas que j'endure. Mais l'avenir me garde une revanche prête. Mon fils me vengera sur toi, casse-noisette. Adieu la vie, trop tôt ravie. Adieu le ciel, coupe de miel. Adieu le monde, source féconde. Ah, je me meurs. Le dernier soupir de dame Souriçonne n'était peut-être pas très bien rimé, mais s'il est permis de faire une faute de versification, c'est, on en conviendra, en rendant le dernier soupir. Ce dernier soupir rendu, on appela le grand feutrier de la cour, lequel prit dame Souriçonne par la queue et l'emporta, s'engageant à la réunir aux malheureux débris de sa famille qui, 15 ans et quelques mois auparavant, avait été enterrée dans un commun tombeau. Comme au milieu de tout cela, personne que le mécanicien et l'astrologue ne s'était occupé de Nathaniel Drosselmayer, la princesse, qui ignorait l'accident qui était arrivé, ordonna que le jeune héros fût amené devant elle. Car malgré la semonce de la surintendante de son éducation, elle avait hâte de le remercier. Mais à peine eut-elle aperçu le malheureux Nathaniel qu'elle cacha sa tête dans ses 2 mains et que, oubliant le service qu'il lui avait rendu, elle s'écria « À la porte, l'horrible casse-noisette! À la porte, à la porte, à la porte !» Aussitôt le grand maréchal du palais prit le pauvre Nathaniel par les épaules et le poussa sur l'escalier. Le roi, plein de rage de ce qu'on avait osé lui proposer un casse-noisette pour gendre, s'en prit à l'astrologue et au mécanicien. Et au lieu de la rente de 10 000 thalers et de la lunette d'honneur qu'il devait donner au premier,
Au lieu de l'épée en diamant, du grand ordre royal de l'araignée d'or et de la redingote jaune qu'il devait donner au second, il les exila hors de son royaume, ne leur donnant que 24 heures pour en franchir les frontières. Il fallut obéir. Le mécanicien, l'astrologue et le jeune Drosselmayer, devenus casse-noisette, quittèrent la capitale et traversèrent la frontière. Mais à la nuit venue, les deux savants consultèrent de nouveau les étoiles et lurent dans la conjonction des astres que, tout contrefait qu'il était, leur filleul n'en deviendrait pas moins prince et roi, s'il n'aimait mieux toutefois rester simple particulier, ce qui serait laissé à son choix, et cela arriverait quand sa difformité aurait disparu. Et sa difformité disparaîtrait quand il aurait commandé en chef un combat dans lequel serait tué le prince que, après la mort de ses 7 premiers fils, Dame Souriçonne avait mis au monde avec 7 têtes, et qui était le roi actuel des souris. Enfin, lorsque, malgré sa laideur, Casse-Noisette serait parvenu à se faire aimer d'une jolie dame. En attendant ces brillantes destinées, Nathaniel Drosselmayer, qui était sorti de la boutique paternelle en qualité de fils unique, y rentra en qualité de Casse-Noisette. Il va sans dire que son père ne le reconnut aucunement, et que, lorsqu'il demanda à son frère le mécanicien et à son ami l'astrologue ce qu'était devenu son fils bien-aimé, les deux illustres personnages répondirent, avec cet aplomb qui caractérise les savants, que le roi et la reine n'avaient pas voulu se séparer du sauveur de la princesse, et que le jeune Nathaniel était resté à la cour, comblé de gloire et d'honneur. Quant au malheureux Casse-Noisette, qui sentait tout ce que sa position avait de pénible, il ne souffla pas le mot, attendant de l'avenir le changement qui devait s'opérer en lui. Cependant, nous devons avouer que, malgré la douceur de son caractère et la philosophie de son esprit, il gardait au fond de son énorme bouche une de ses plus grosses dents à l'oncle Drosselmayer, qui, l'étant venu chercher au moment où il y pensait le moins, et l'ayant séduit par ses belles promesses, était la seule et unique cause du malheur épouvantable qui lui était arrivé. Voilà, mes chers enfants, l'histoire de la noisette Krakatuk et de la princesse Pirlipate, telle que la raconta le parrain Drosselmayer à la petite Marie. Et vous savez pourquoi l'on dit maintenant d'une chose difficile, c'est une dure noisette à casser.